Mandy est tout à la joie de retrouver sa famille pour les vacances de Thanksgiving. Au programme, repas de Thanksgiving et le lendemain, elle va aller faire son petit jogging habituel dans le quartier autour de la maison familiale. Malheureusement, quand elle va partir faire son jogging, elle ne reviendra jamais. Mais où est Mandy ? Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où je suis ravie de vous retrouver. D'abord, tu vas t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, mais pourquoi ? Parce que j'ai plus de 130 histoires complètement folles que tu pourras regarder, alors abonne-toi. Allez, perdons pas de temps, c'est parti ! Aujourd'hui, nous voici en 1989. Amanda, Mandy Stavik, est l'enfant chérie parfaite de ses parents. Elle est étudiante de première année à la Central Washington University. Quand je vous raconte cette histoire, elle est juste dans son premier semestre d'université après avoir obtenu son diplôme de l'école. Oui, parce qu'en plus d'être une jolie fille, c'est une très bonne élève. On dira que c'est la fille idéale, la chips la plus craquante du paquet. Donc, à l'automne de cette année 89, elle est à la maison pendant les vacances de Thanksgiving. C'est avec une joie immense que cette petite pause dans ses études auprès de sa famille allait lui faire le plus grand bien. Oui, parce que la cuisine rapide, sandwich et cafette de l'université, ça dépanne, mais bon, c'est pas le top du top. La cuisine de maman, sa chambre de jeune fille et passer les fêtes ensemble, ça Mandy, elle adore et sa famille aussi. Pour vous parler plus d'elle, pour tous ceux qui la connaissaient, elle est l'élève vedette, elle est extrêmement sportive. Elle jouait au softball, au basketball, elle faisait de l'équitation et elle courait même sur piste. Elle donnait tout à tous les niveaux, études, sport, sociabilisation, comme si réussir chez elle était son moteur chaque jour pour se lever. D'ailleurs, toutes ses amies prenaient modèle sur elle en lui imaginant un destin magique et merveilleux. Et malheureusement, vous le savez, on est dans une DPAE et ça va basculer dans l'horreur. Et oui, personne n'imaginait malheureusement l'ampleur de la tragédie qui allait lui arriver lors de sa courte pause de vacances à la maison pendant Thanksgiving. Revenons donc à cette période justement de Thanksgiving. Mandy est chez ses parents et elle a déballé sa valise dans sa chambre et profite de la chaleur du foyer. Enfin, Thanksgiving arrive et c'est un merveilleux repas qui s'annonce. Dinde, légumes, tarte de pécan, au chaud avec l'amour des siens. La soirée se termine et hop, au dodo pour la suite des vacances idéales. Nous sommes le lendemain de Thanksgiving. Comme Mandy prend soin de son corps et qu'elle est très sportive, elle décide d'aller faire son jogging. Elle sort donc faire son jogging et c'est sur un itinéraire habituel de quand elle vivait encore chez ses parents. Cela va lui rappeler des souvenirs et elle en a fait des kilomètres sur ce chemin. Sa mère qui lui tient habituellement compagnie, elle, en faisant du vélo, ne pourra pas venir ce jour-là parce que sa sœur et ses frères sont là et qu'elle veut profiter de ses autres enfants et en plus, soyons honnêtes, elle a beaucoup de cuisine à faire pour tout ce petit monde. Et ça, ce n'est pas grave, Mandy court souvent seule et le temps passe vite et en plus, elle va être accompagnée de son chien Kira, un vieux berger allemand qui est resté chez ses parents et elle est ravie de courir avec lui. Donc, on fait un peu ici d'une pierre deux coups, elle est avec son chien et puis le chien va sortir et faire de l'exercice. Mais cela fait 2 heures que Mandy est partie et elle n'est toujours pas rentrée chez ses parents. Déjà 2 heures que Mandy est partie et elle n'est pas rentrée. Cela commence à semer l'inquiétude dans l'esprit de la famille. Malheureusement, son chien va rentrer tout seul quelques heures plus tard. Et d'ailleurs, cela me brise totalement le cœur, mais on en parlera plus tard à la fin de la vidéo. Les parents vont d'abord contacter son petit ami Rick Zender et ses amis, mais personne ne l'a vu. Alors là, tout de suite, la famille va appeler la police. Apparemment, elle est allée faire du jogging vers 14h30, portant un pantalon de survêtement bleu et un haut de couleur claire. Elle portait également des chaussures rayées bleues. Une recherche massive va commencer alors pour cet enfant de la région, comme on dit, incluant la police, les habitants de la localité, les voisins, les amis et
tous les gens de la région. Tout le monde se mobilise et sont au taquet du taquet pour retrouver Mandy. Ce jour-là, un livreur l'a vu courir dans une des rues proches de la maison de ses parents. Et un ami de son frère a vu Mandy aussi courir dans le quartier. Un témoin a vu une camionnette roulant près d'elle avec 2 hommes dans la trentaine et un autre témoin dira qu'il a vu Mandy avec un homme qui marchait derrière elle. Un croquis sera même fait d'après les dires de ce témoin et je trouve ce croquis totalement effrayant. Ce qui devient plus inquiétant, c'est que 2 jours après le début des recherches, ils ont trouvé son pantalon de survêtement dans les bois et ça, oui, la famille se ronge les sangs. Cependant, il n'y avait aucun signe de Mandy. La mère de Mandy, Mary, a été appelée pour identifier son pantalon. En raison de faux espoirs et de l'état délabré des vêtements, Mary ne les a pas tout à fait reconnus comme étant ceux de Mandy. L'affaire va faire exploser une tempête médiatique car il était inhabituel pour le paisible comté de Whatcom d'être témoin de quelque chose comme ça. Une enfant du pays avait été peut-être enlevée. Les résidents de la communauté ont commencé à se sentir en danger pour la première fois de leur vie. Les recherches se sont poursuivies intensivement, sur terre, sur l'eau, dans les bois, autour des larges périmètres de son itinéraire de jogging. Malheureusement, le 3e jour de la recherche, le 27 novembre 1989, le corps de Mandy a été retrouvé flottant dans la rivière Nonesuch. Le corps a été localisé par un bateau des pompiers du district voisin. Il dérivait lentement pour vérifier les zones. Son corps était coincé sur des débris de rivière, incapable de flotter plus loin, pris par la vase. Le corps de Mandy a été récupéré par le sergent Ron Peterson, qui avait récemment suivi une formation pour laquelle il était au courant des preuves ADN. Afin de ne pas altérer ses preuves, il a dû entrer dans l'eau et soulever son corps pour le mettre dans un sac mortuaire. Il a déclaré « C'était extraordinairement dur, parce que c'était une jeune étudiante, une jeune fille, la fille américaine de notre communauté. Et pour moi, quand je l'ai regardée, je n'ai pas vu Mandy, j'ai vu ma fille. » Le corps de Mandy a été retrouvé sans aucun vêtement sur elle, à l'exception de ses chaussures et ses chaussettes. Elle ne portait rien d'autre. Le rapport d'autopsie a révélé qu'elle s'était noyée. Les détectives ont rassemblé d'autres éléments de preuve, tels que des écorchures et un échantillon de fluide corporel masculin. Et aussi malheureusement une grave blessure à la tête qu'elle avait. Et pour comprendre ce qui était arrivé à Mandy, une autopsie pointilleuse va avoir lieu. Selon cette autopsie, elle avait été enlevée, abusée, frappée à la tête, puis jetée dans la rivière. L'affaire était un choc horrible pour toute la région. Ils étaient horrifiés de tant de barbarie et de cruauté dans leur jolie petite ville tranquille. Mais quel monstre pouvait bien faire ça? L'enquête va durer des années et des années avec plusieurs suspects probables. Cependant, en raison de l'absence de toute percée dans l'affaire, elle était sur le point d'être classée comme une affaire non élucidée, un cold case. Et en 2013, 2 mamans, Heather Breckstrom et Marilee Anderson, ont eu une discussion. Elles étaient toutes les deux au centre aquatique avec leurs enfants et elles vont blablater. Une journée donc tout à fait banale pour ces 2 personnes et surtout une journée tout à fait banale dans la vie d'Heather qui va basculer car l'autre maman, Marilee, va lui avouer qu'elle sait qui a tué Mandy, que c'était un homme appelé Tim Bass. Quelle horreur! Car il vivait dans la même rue que Mandy et la maison de ses parents. Et pire, il était ami avec l'un des frères de Mandy. À noter que ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que la police à l'époque ne l'a jamais interrogé ni pris son ADN. D'ailleurs, Heather racontera que Tim avait déjà essayé de la toucher de force sur les cuisses mais qu'elle n'avait pas voulu. Et Marilee elle-même avait eu le même genre de problème avec lui. Et elle l'avait menacé d'appeler la police pour le faire partir. On peut donc en conclure qu'il essayait avec toutes les jeunes filles du quartier et qu'il avait un esprit vraiment pervers et forceur. Marilee avait eu très peur, mais quand elle avait discuté des années plus tard avec Heather, elle avait réussi à se décider à parler. Tim habitait à quelques pas de la maison familiale de Mandy et était, comme je vous l'ai dit, ami avec son frère. De plus, il avait été à la même école que Mandy, il la connaissait. Le loup rôdait dans les parages et il avait 22 ans à l'époque quand Mandy a été tuée.
6 semaines après le meurtre de Mandy, il a épousé une jeune fille, Gina Malone, en précipitation et ils ont quitté la région. Non mais alors on fait une parenthèse, imaginez cette jeune fille, Gina, qui a épousé le Tim là, l'abuseur et le tueur, bah justement la pauvre, elle ne se doute pas qu'elle a épousé un monstre, c'est horrible. À cette heure, ils avaient déjà 3 enfants et ils travaillaient comme livreurs dans une boulangerie. La police s'est rendue au domicile de Tim pour l'interroger, mais celui-ci au début ne se souvenait même pas de Mandy. Et ça leur a paru bizarre parce que tous les habitants de la région ne l'avaient jamais oublié, n'avaient jamais oublié cette affaire des années après. De plus, il va refuser de donner un échantillon d'ADN, prétextant ne pas avoir confiance en la police. La police en a parlé avec le manager de Tim, lui expliquant qu'elle devait trouver quelque chose à leur fournir avec l'ADN de Tim dessus. Cela va prendre 3 mois et un jour, la manager de Tim va réussir à subtiliser un gobelet et une canette de coca avec l'ADN de Tim dessus. Et à votre avis, l'ADN va matcher. Imaginez là encore le délire de la situation. Pour la manager, quand elle devait subtiliser les objets avec l'ADN, c'est digne d'une série policière. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, l'ADN va matcher. Il correspondait à se trouver sur le corps de Mandy. On a pu mettre Timothy Bass en garde à vue en 2017. Il dira pour se défendre qu'il avait à cette époque une liaison secrète avec Mandy pour expliquer le fluide corporel trouvé sur Mandy, mais la police ne l'a pas cru du tout. Après 30 ans de vie tranquille, Tim s'est rendu au tribunal et il plaidera non coupable. À noter qu'il avait demandé à sa femme de lui fournir un alibi pour le jour de la mort de Mandy et que, pris à la gorge 30 ans après, il a demandé à sa propre mère Sandra de dire que c'était son mari et donc son père qui avait tué Mandy et il a dit à sa mère « c'est pas grave, mon père est mort, donc t'as qu'à dire que c'est lui pour me défendre ». Heureusement, la mère n'a pas voulu le faire. La femme de Tim, après avoir demandé le divorce, avouera que tout au long de son mariage, son mari était contrôlant jusqu'à lui dire à qui voir, comment s'habiller et il pouvait même devenir violent. Elle dira être restée avec lui pour les enfants. Le frère de Tim, Tom, alors là c'est original, Tim, Tom, beaucoup d'imagination pour les prénoms des enfants. Donc le frère de Tim, Tom, dira qu'une fois une petite amie de Tim avait dit qu'il était devenu fou, qu'il l'avait attiré dans sa chambre, l'avait battu, qu'il avait pris une arme et avait tiré dans le plafond parce qu'elle voulait le quitter. Il dira que depuis, il méprisait les femmes. D'ailleurs, vous allez voir, c'est charmant, mais le Tim n'appelait pas sa femme par son prénom Gina, mais l'appelait femme. Il lui disait « femme fait ceci, femme fait cela ». Il a ensuite été jugé et condamné à plus de 27 ans de prison en 2019. Il n'a pas eu perpétuité car il n'a pas été prouvé que ce meurtre avait été fait avec préméditation. C'est ainsi que la justice pour Mandy Stavik est intervenue 30 ans après sa mort. Je dois vous dire aussi quelque chose de très étrange et de très triste pour la mère de Mandy. C'est que Brent Stavik, son frère, a été tué en Alaska alors qu'il chassait à l'arc. Accident ou meurtre, on ne le sait pas car l'enquête n'a jamais abouti et c'est resté en accident, mais la mère n'en est pas convaincue et je trouve ça très très bizarre. Voilà, cette histoire est finie. D'abord, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si tu penses que le frère a été pris dans une machination pendant qu'il chassait à l'arc et qu'il aurait été éliminé. Et dis-moi aussi, si tu trouves pas qu'il y a beaucoup d'histoires de joggers qui disparaissent quand ils sont partis courir. Et ça, mais moi, ça m'énerve parce qu'on peut même plus faire son jogging tranquille. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Vous en conviendrez, en hommage à toutes les personnes qui font du jogging, vous allez me laisser un emoji basket. Et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sous mes vidéos, ça m'aide énormément. Mais d'ailleurs, vous êtes des amours. Si jamais vous partez, vous promenez ou faire du jogging dans un chemin désert, mais pensez à regarder derrière vous. Prenez bien soin de vous, mes zigotos, et couvrez-vous. D'ici la prochaine fois, je vous embrasse. Bye bye!